Nos visiteurs s'appellent Michel Onfray et Laurent Alexandre. Michel Onfray vient de publier Le fétiche et la marchandise, un essai dans lequel il s'attaque à la réification du monde par le capitalisme, mais aussi à la civilisation universelle et à l'état total qui est en train, d'après lui, de se mettre en place. Laurent Alexandre, c'est l'auteur de La mort de la mort et de La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Il est présent dans le dernier numéro de Front Populaire, la revue de Michel Onfray consacrée au transhumanisme. Mais sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, tout vous oppose, tous les deux. Ce que vous, Laurent Alexandre, considérez comme le début de l'aventure humaine après avoir vaincu les limites matérielles, Michel Onfray appelle ça la planète des singes. Michel Onfray, vous êtes ce que Laurent Alexandre appelle un bioconservateur. Et vous, Laurent Alexandre, vous faites partie de ceux que Michel Onfray appelle les nouveaux barbares. Donc, on est bien d'accord. Oui. Vous êtes conscient que vous êtes un bioconservateur ? Oui. Et vous, un nouveau barbare ? Et même un transhumaniste. Et même un transhumaniste à ses yeux, c'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'on peut freiner les avancées technologiques l'un comme l'autre ? Parce que, après tout, dans ce livre, j'imagine que vous dites qu'il faut arrêter là. Non. Non ? Non, on est d'accord là-dessus, je pense. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Non, je ne pense pas qu'on puisse... Ouais. Kevin Kelly, qui est le grand spécialiste de l'histoire des sciences, a étudié tous les moratoires depuis 1000 ans sur Terre, tous les moratoires technologiques. Quand on a essayé de freiner la science, il n'y en a pas un seul qui a tenu. Et même, les moratoires durent de moins en moins longtemps. D'ailleurs, l'exemple le plus extraordinaire, c'est en 1975-76, la fameuse conférence d'Asilomar en Californie, où on décide d'interdire les manipulations génétiques. Les gens quittent la conférence. 15 jours plus tard, ils étaient dans leur labo, ils avaient recommencé à faire des manipulations génétiques sur bactéries. Mais donc, à chaque fois qu'on dit « il faudrait un débat avant de… » ça sert à rien. Les gens retournent dans leur labo en vitesse et se dépêchent de s'asseoir sur le moratoire. Donc, il n'y aura pas d'arrêt de la technologie. L'utérus artificiel est devant nous bientôt. Le bébé à la carte, les manipulations génétiques, l'intelligence artificielle de haut vol, l'exploration du cosmos. Les transhumanistes auront gagné. Et d'ailleurs, Michel Onfray ne dit pas le contraire. Il s'en désole parce que c'est un conservateur, mais il est conscient du fait que les transhumanistes ont gagné et que les bioconservateurs vont partir à la poubelle. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais je fais une lecture vitaliste des choses un peu bergsonienne. C'est-à-dire, il y a chez Bergson une théorie de l'élan vital. Il y a un élan vital qui nous conduit vers sa négation, vers sa disparition. Je pense que, de fait, le film de la planète des singes est une belle référence. C'est-à-dire que nous repartons vers quoi nous venons. C'est-à-dire une espèce d'état de barbarie parce que, d'abord, Laurent Alexandre l'a dit, il y a les élites et puis il y a les gilets jaunes. Et donc, il est bien évident qu'à un moment donné, quand il va falloir coller des gens dans les fusées de SpaceX pour leur permettre de survivre pendant que les autres seront en train de crever parce que l'humanité ne sera plus vivable, parce que la Terre, le réchauffement de la Terre aura détruit la possibilité de vivre. Ceux qu'on choisira ne seront pas les gilets jaunes. C'est ce que vous avez fort justement dit à une époque. Et donc, quand on les choisira, ceux-là, eh bien, on les choisira de manière incestueuse. Ce seront, alors je ne sais pas, peut-être le critère des fameuses intelligences, des quotients intellectuels. Je crois qu'effectivement, il y a un moment donné où cette planète ne devenant plus viable, pas seulement par un réchauffement climatique dû au gaz d'échappement, mais je crois effectivement qu'il y a, on le sait, la géologie nous l'enseigne, des réchauffements, des refroidissements à l'époque où les hommes ne s'y trouvaient pas. Et puis on sait aujourd'hui avec les plurivers, les multivers, ça vous avez fait, désolé, vous aviez écrit un texte désagréable me concernant, me disant que j'étais un crétin fini concernant l'information scientifique, mais il y a aujourd'hui, peut-être ignorez-vous qu'il existe la physique quantique, il y a aussi, je plaisante, je sais que vous la connaissez, mais qu'il y a des univers, des plurivers, qu'ils communiquent entre eux, qu'on ne sait pas ce qui se passe comme type d'interaction entre les univers et les plurivers et les multivers. Il y a aujourd'hui des scientifiques, des astrophysiciens qui travaillent au CNRS et qui parlent de civilisation extraterrestre. On n'est plus chez Jean-Claude Bourret. Donc il y a un moment donné... aussi, ce sont des probabilités. C'est bien. Non, je pense que... Enfin oui, bien sûr, vous avez raison. Un tel nombre Il n'est pas pensable que la vie ne soit pas ailleurs, étant donné la multiplicité des systèmes possibles. Théorème de Fermi. Absolument. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un mouvement qui nous conduit, qui conduit l'humanité vers son extinction sous la forme qui a été celle de la vie sur Terre, et que Elon Musk est en train de prévoir, comme Laurent Alexandre d'ailleurs, ils ont raison, de dire ça va de toute façon se passer. Donc, réjouissons-nous. Moi, je ne me réjouis pas, mais de toute façon, je suis à la hauteur de ma vie, c'est fini. Donc, je ne verrai pas grand-chose. J'en vois déjà assez. Ça me déprime assez. Enfin, je ne suis pas d'une nature déprimée. Mais je vois simplement que l'effondrement de la culture, des humanités, l'idée qu'on puisse acheter, vendre des enfants, qu'on puisse
demander à des femmes, par exemple en état de mort cérébrale, de porter des enfants pour des procréations médicalement assistées, l'idée qu'on puisse recycler des cadavres, enfin, toutes ces choses-là me donnent l'impression effectivement qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelait de la barbarie au moment où les Romains s'effondrent, où le christianisme s'installe. Il y a des points de rupture comme ça entre les fins de civilisation et les avènements de civilisation. Quand Cels écrit contre les chrétiens, il dit mais les chrétiens c'est quand même des crétins finis, ils savent pas lire ni écrire, ce sont des abrutis, ces gens-là ne pourraient pas construire un État, une civilisation, etc. Il y a eu une civilisation et elle a rendu possible, on va dire le capitalisme, mais elle a rendu possible le cinéma, par exemple l'image. Les chrétiens ont décidé d'une civilisation iconophile, alors que les juifs avaient décidé d'une civilisation iconoclaste, et les musulmans aussi. Les juifs sont iconoclastes, mais en même temps, ils ont dégagé le génie de l'herméneutique, de l'interprétation du texte, ce qui n'a pas été possible chez les musulmans, puisque sont dans la répétition d'un texte déjà dit, écrit, et qui ne supporte pas l'exégèse. Mais on a rendu possible des civilisations. Et là, on rend possible une nouvelle civilisation dont je pense qu'elle sera planétaire parce que elle va embarquer tous ceux qui ne pourront pas monter dans le bateau. Enfin, elle va débarquer, je veux dire, tous ceux qui seront dans le bateau. C'est-à-dire que l'Afrique ne va pas compter. Il y a un tas de pays qui ont du mal pour nourrir au quotidien leurs ressortissants. C'est pas des gens qui travaillent sur la possibilité de transformer les utérus naturels, on dira, en utérus artificiels pilotés par intelligence artificielle. Israël, l'Inde, les États-Unis travaillent sur ces questions-là. L'Europe ne travaille pas. Et de fait, il y a un moment donné où ça nous débordera, et puis il y a des jeunes déjà qui nous regardent avec des grands yeux en disant « Et alors, c'est formidable l'intelligence artificielle ». C'est l'intelligence artificielle et même le transhumanisme. Oui. Le fait d'avoir une puce greffée dans le cerveau je crois qui vous rend plus intelligent. Il faut voir les choses en dynamique. C'est ce que je développe dans la guerre des intelligences. On a effectivement un vrai problème. L'intelligence artificielle est en train de nous marginaliser parce qu'elle progresse plus vite que l'intelligence humaine. Mais derrière, il y a des solutions. Il y a des solutions scientifiques, des solutions technologiques. Quand GPT-4 est sorti, la version 4 de ChatGPT, Elon Musk a bien expliqué que la vitesse folle à laquelle l'intelligence artificielle progressait rendait inéluctable que l'on implante dans nos cerveaux et le cerveau de nos enfants les puces électroniques Neuralink qu'ils développent pour augmenter nos capacités de mémoire, nos capacités mnésiques et nos capacités intellectuelles. Pas seulement. Au développement extraordinaire du contenu aussi. De l'intelligence artificielle, nous avons une réponse qui est l'hybridation de nos cerveaux avec l'intelligence artificielle. En réalité, il ne faut pas raisonner comme on raisonnait avant. Il n'y a pas de place pour l'homme sans hybridation, sans interface avec l'intelligence artificielle. Notre société va trouver des solutions, c'est ce à quoi Elon Musk travaille, pour éviter que nous soyons justement marginalisés par l'intelligence artificielle. Nous allons augmenter nos capacités intellectuelles, ce qu'on appelle en anglais le neuro-enhancement, qui est le fait d'utiliser des technologies électroniques pour augmenter l'homme et le hisser au niveau de l'intelligence artificielle. Donc notre société, comme d'habitude, va trouver des solutions aux inquiétudes que vous exprimez. Moi, je ne le crois pas. Je crois que ça aussi, ça nous distingue. Vous êtes optimiste, j'irais même jusqu'à dire naïf, et moi tragique. Je pense que quand vous dites c'est formidable la possibilité de pucer des gens, vous utilisez le cheval de Troie que nous proposent tous les transhumanistes en nous disant, mais enfin quoi, nous allons faire marcher les paralytiques, voir les aveugles et entendre les sourds, hein, ça vous rappelle quelque chose. On vous dit, vous avez vu, cette dame, elle a eu un accident de voiture il y a 20 ans, elle est tétraplégique, elle ne parle plus, et puis on a mis des implants dans son cerveau, et là, d'un seul coup, elle pense toujours, mais elle ne peut pas s'exprimer, et on a la possibilité aujourd'hui de faire parler cette femme avec une voix de synthèse, et d'un seul coup, elle est en train de parler. À sa place, je ferai la même chose. Attendez, oui, je continue. Juste pour dire que le jour où j'ai vu cette information, l'échange a été formidable. Son mari lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ? Je sors. » Et lui dit « Rentre pas trop tard. » C'est formidable de rendre la parole à quelqu'un pour dire des choses pareilles. Ceci dit, c'est une plaisanterie, mais juste dire que le cheval de Troie vous aveugle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance vers la barbarie, on vous dit que c'est un pas vers la civilisation. Là, on dit, mais vous êtes contre le fait de faire marcher les tétraplégiques qui sont au fond de leur lit depuis longtemps. Je n'ai pas utilisé cet argument. Non, c'est... Vous avez dit, je suis d'accord avec Elon Musk. Nous serons obligés de nous hybrider avec l'intelligence artificielle, sinon nous serons totalement largués, totalement marginalisés, et nous perdrons la guerre des intelligences. Et je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut que nous convainquions l'opinion que cette voie est nécessaire. Vous avez probablement vu qu'Elon Musk a déclaré dans les médias qu'il n'aurait aucune hésitation, quand la technologie d'augmentation cérébrale sera au point, de mettre des puces électroniques dans le cerveau de ses propres enfants.
des siens. Mais vu sa capacité à l'empathie, c'est pas un argument pour moi. Mais j'ai Non, pas mais il a des capacités. Mais j'ai pas fini ce que je voulais dire. Il a montré une capacité extraordinaire c'est difficile, à arriver au bout de ses projets. d'aller jusqu'au bout d'une Allez démonstration. jusqu'au bout, parce qu'on voudrait comprendre pourquoi, effectivement, pourquoi les exemples que vous avez donnés, auxquels tout le monde adhère, sont des chevaux de Troie. Quand on est coupé régulièrement, on peut pas aller jusqu'au bout de son truc. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un moment donné où on vous fait accepter la chose en vous disant mais c'est formidable parce que finalement personne ne peut être contre le fait que vos vieux parents puissent recouvrer la mémoire s'ils l'ont perdu, voir que quelqu'un puisse retrouver la vue s'il l'a perdu, etc. Donc vous êtes pour. Sauf que, et vous avez oublié tout à l'heure, je ne sais pas si c'est sciemment, mais vous avez oublié de dire que c'est possible aussi pour Elon Musk, avec ce puçage, de vous faire rentrer dans le cerveau des informations qui ne sont pas que de vous faire marcher si vous êtes tétraplégique, mais qui sont là pour vous faire consommer, penser ou dire ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que quand vous serez branché, vous vous rendez compte l'idée de brancher sur Google les cerveaux individuels, c'est quand même le but. Alors d'abord, on vous fait marcher les paralytiques, et ensuite on vous branche directement sur Google. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de formuler votre désir, que la machine le saura, et vous aurez déjà une proposition d'achat de la chose que vous convoitez. Mais après, évidemment, sur le principe de la fabrication des opinions, on en parlait un petit peu, pas trop, mais un peu tout à l'heure avec la question des statistiques, on vous dira ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, et on vous dira que sur l'Europe, sur l'euro, sur Schengen, sur le marché, sur Zemmour, sur Marine Le Pen, sur Macron, on vous dira ce qu'est le bien. Et comment le bien doit pouvoir arriver directement dans votre cerveau. Plus besoin de lire, plus besoin de penser, plus besoin de réfléchir, plus besoin de croiser les informations. Directement, on vous mettra ça dans votre cerveau. Vous n'aurez pas besoin de lire La Recherche du temps perdu pour converser avec votre voisin sur La Recherche du temps perdu, puisque vous aurez l'information. On sait aujourd'hui, vous savez tout ça, on sait donner à des mouches des souvenirs de choses qu'elles n'ont pas vécues. C'est-à-dire qu'on sait matériellement aujourd'hui produire des souvenirs de choses pas vécues. Donc on va produire le souvenir chez quelqu'un de la lecture du temps perdu, de la recherche du temps perdu qu'il n'aura pas lu. Ça veut dire que si on peut créer des souvenirs de choses non vécues, on peut effacer les souvenirs de choses vécues. Ah, vous avez lu La Boétie qui vous dit que si vous êtes résolu de ne plus servir, vous voilà libre, eh bien vous oublierez que la Boétie existe. Vous n'avez jamais lu le discours sur la servitude volontaire. Vous n'avez jamais lu les auteurs, on a parlé de Voltaire tout à l'heure, vous n'avez jamais lu Voltaire, c'est terminé, ça n'existe plus. Donc je crois que oui, vous avez raison sur une partie de votre raisonnement, il y a quelque chose qui nous est présenté comme excellent, de fait, mourir en meilleur état, plus tardivement, avoir une intelligence augmentée éventuellement, quand on est en train de la perdre ou quand la mémoire est en train de se défaire. Mais il y a un moment donné où ces gens-là entreront dans votre cerveau, pas pour des bonnes raisons. Je crois que c'est un combat d'arrière-garde. L'homme 1.0 est mort. Oui. Notre cerveau est has-been. L'homme 2.0, modifié par la technologie, arrive. Notre problème, c'est pas de vivre de façon nostalgique la mort de l'homme 1.0. C'est de réussir l'arrivée de l'homme transhumaniste 2.0. Face à l'intelligence artificielle et compte tenu de l'évolution extraordinaire des biotechnologies, l'homme tel que nous sommes aujourd'hui est condamné. Donc il faut gérer au mieux cette transformation radicale qui est un vrai changement civilisationnel, qui est d'ailleurs le moment le plus important dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas le choix. La technologie galope tellement vite que si nous ne nous hybridons pas avec l'intelligence artificielle, nous allons être marginalisés, puis nous allons disparaître. Regardez les craintes qui ont été formulées par les plus grands spécialistes du monde en intelligence artificielle cet été, y compris le créateur de ChatGPT et le patron de Microsoft, le fondateur de Microsoft. Ça peut être du marketing. Bill Gates. Ça. Certes, ils ont quand même déclaré qu'il est vital qu'il y ait une réflexion mondiale pour éviter l'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle. Et la meilleure façon d'éviter notre marginalisation, voire notre extinction, pour reprendre ces experts, par l'intelligence artificielle, c'est de nous hisser au niveau de l'intelligence artificielle. Nous avons créé l'intelligence artificielle, nous n'allons pas la détruire demain matin, donc aujourd'hui, il faut que nous fassions la course avec l'intelligence artificielle. Et compte tenu des faiblesses de notre cerveau, vous voyez bien qu'un AVC, un accident de voiture peut grandement abîmer notre cerveau et nos capacités intellectuelles. La seule solution raisonnable aujourd'hui, lucide, c'est d'accepter cette hybridation avec l'intelligence artificielle. Et effectivement, Elon Musk a été précurseur en créant Neuralink, même si, pour une grande partie de nos concitoyens, de mettre des puces électroniques dans le cerveau de nos enfants est aujourd'hui choquant. Mais dans 30 ans,
ça semblera totalement normal parce que ce sera la condition nécessaire pour ne pas être marginalisé par l'intelligence artificielle. Moi, ma grande crainte, c'est pas que mes gamins aient des puces dans le cerveau. Ma grande crainte, c'est qu'ils soient des has-been, des losers, des marginalisés face à l'intelligence artificielle en 2050. Et je pense que la plupart des parents conscients penseront comme moi qu'il faut que nos gamins soient à la hauteur de l'intelligence artificielle et non pas marginalisés et écrabouillés par l'intelligence artificielle. C'est pour ça que vous l'avez déjà dit, on peut vous répondre. C'est pour ça que l'homme 2.0 est nécessaire. Bon, d'accord, on peut vous répondre. Je pense que simplement vous proposez un projet de société qui va faire pâlir les totalitarismes du XXe siècle. Vraiment. On regardera les dictateurs du XXe siècle avec un grand sourire en disant « petit bras ». Parce que quand vous aurez 10-15 milliards de gens, vous n'allez pas en augmenter 10-15 milliards. Qui va les augmenter ? Vous. Quand vous dites « mes enfants », je comprends bien que pour vos enfants, vous ayez envie de les sauver. Mais moi, j'ai pas envie de sauver mes enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai envie de les sauver, mais c'est l'humanité qui m'intéresse, moi. Il y a un tas de gens qui vont passer par pertes et profits dans votre projet de société. Ces technologies ne coûteront rien, on va pouvoir augmenter la Terre entière. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est une proposition. C'est comme si vous disiez, on va trouver des médicaments, tout le monde y aura droit. Vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a un tas de pays dans le monde où on n'accède pas à l'aspirine. Donc, ne me faites pas croire que pour l'augmentation des intelligences... Il y a une différence, ce sera la place. C'est qu'un individu qui bénéficiera de ces technologies aura une grande valeur marchande, pourra devenir un grand savant, un grand scientifique, un grand ingénieur. Évidemment, vous allez le fabriquer comme ça. Donc la technologie généralisera. Vous allez fabriquer une société égyptienne où nous aurons des scribes, des gens qui sauront lire, écrire, compter, penser, et nous aurons les petits bras, les gens, mais au contraire de quoi ? Vous allez avoir des gens à qui on va demander de fabriquer les pyramides de demain, et qui seront des prolétaires totalement décérébrés. Vous pouvez imaginer un scénario... Ils n'auront même pas la possibilité de se rebeller, parce que Musk et ses descendants auront rendu impossible la révolution ou la rébellion. Il n'y aura plus besoin de syndicats, puisque vous obéirez. On vous dira c'est ce qu'il faut faire et vous trouverez ça formidable. C'est pourquoi ce livre est une relecture du meilleur des mondes. Je crois que nous y sommes, vraiment, et que l'idée de dire aujourd'hui c'est formidable, ça permettra aux aveugles de voir et aux paralytiques de marcher, c'est plutôt que ça permettra à une élite d'imposer son pouvoir à une majorité de gens sur la planète qui vont crever la faim. Mais qui vont crever la faim comme des bêtes. Planète des singes, oui, parce qu'on va les transformer en singes. Les prolétaires du XXe siècle, on les regardera avec envie. Parce qu'effectivement, on aura des gens qui n'auront plus de cerveau, qui obéiront, parce qu'évidemment, quand vous les programmerez pas à être rebelles, intelligents, cultivés, à être revendicatifs, à dire « mais on aimerait bien un autre mode de vie, travailler autrement, différemment ». Non, ce sera plus possible. Vous l'avez d'ailleurs dit très précisément, que vous vouliez une société élitiste, hyper élitiste, pour choisir dans la société les grands, c'est Saint-Simonien, les grandes élites, un peu en tout, sur tous les domaines. Et puis les autres, à la poubelle. Alors, moi, je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, moi, je pense justement le contraire. Et j'ai toujours dit qu'il faut que ces technologies d'augmentation cérébrale, comme celle qu'Elon Musk est en train de développer, soient remboursées à 100% par la sécurité sociale pour justement éviter... Les lunettes ne sont pas remboursées. Pour justement éviter une société à deux vitesses. Il est nécessaire que face à l'intelligence artificielle, la sécurité sociale, l'État rembourse à 100% ces technologies de manière... Mais les lunettes et les appareils dentaires ne sont pas remboursés aujourd'hui. De manière à ce qu'on ne crée justement pas une société élitiste d'un côté et puis une société de prolétaires avec des super gilets jaunes abandonnés de l'autre. Donc, il est nécessaire que ces technologies soient remboursées. Et moi, personnellement, je serais favorable à ce qu'il y ait une loi qui interdise aux gens les plus intelligents de s'augmenter. Et qu'on commence par augmenter sur le plan intellectuel les gens les moins innovants et les moins doués, de manière à réduire les inégalités intellectuelles. Parce qu'effectivement, le cauchemar serait que seules les élites intellectuelles utilisent ces technologies, ce qui augmenterait l'écart à l'intérieur de la société entre les gens les plus intelligents et les gens qui ont moins de facilité cognitive. Donc nous avons le devoir de généraliser ces technologies, en commençant par les gens qui ont le moins de facilité, de manière à diminuer les inégalités intellectuelles. Car dans le capitalisme de connaissance, dans l'économie scientifique, dans l'économie de la connaissance dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, l'intelligence va être de plus en plus importante pour déterminer la place sociale de quelqu'un. Il serait malhonnête de faire croire aux gens que dans un monde hyper complexe, les gens moins intelligents et moins doués auront une jolie place et auront des jolis métiers. C'est juste le contraire. Donc pour éviter l'arrivée de grandes inégalités sociales et économiques dans le futur, il faut diminuer les inégalités intellectuelles. Et ce type de technologies-là vont être inévitables pour éviter que face au bouleversement de l'intelligence artificielle, il y ait des gens malins
qui s'en sortent très bien et qui vivent un âge d'or, pendant que les gens qui ont moins de facilité intellectuelle, qui apprennent moins vite, sont complètement largués. Donc oui, il y a un combat éducatif, un combat politique à mener pour qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, on ait comme première priorité de réduire les inégalités intellectuelles et non pas de permettre aux élites intellectuelles d'augmenter encore plus leurs capacités pour prendre encore plus de pouvoir. Il y a là un vrai sujet politique. C'est pas ce que j'ai lu de vous. Mais il faudra... Vous avez mal lu. Non, j'ai hélas bien vu Non, et bien vous lu. avez mal lu dans la guerre des intelligences. J'explique Dans la conférence que vous avez donnée, il faut rembourser à 100% les implants intracérébraux. Vous avez donné oui, j'y viens. Vous avez donné une conférence où les choses sont très claires et c'est à cette conférence que je réponds. Maintenant, sur la question du remboursement, je trouve qu'il y a pire idéologie encore que le communisme, c'est le libéralisme. C'est sidérant comme cette idéologie peut faire des malheurs depuis... On peut faire le libéralisme au goulag. Hein. J'ai parlé du communisme, je vais parler du goulag. C'est quoi le goulag si vous voulez pas le communisme? Vous voulez qu'on ait une autre discussion sur un autre sujet? Non, on va rester sur le nôtre. Sur la question du libéralisme, on nous dit main invisible. Depuis le XVIIIe siècle, c'est une idéologie des déistes du XVIIIe siècle. La main invisible, laissez faire, laissez passer, et il y aura une espèce d'homéostasie de la société et de l'économie, et tout se passera bien. Ça se passe pas bien. La leçon du réel et pas de l'idéologie, c'est que le libéralisme ne produit pas la richesse de tout le monde, ça produit la richesse de quelques-uns, la pauvreté de beaucoup, ça provoque la paupérisation. Marx a fait une analyse formidable sur ce sujet-là. Après, vous nous dites, mais ça c'est de la naïveté de dire la technologie va nous sauver, la science va nous sauver, et la sécurité sociale remboursera les processus d'extension de l'intelligence. Aujourd'hui, des gens ne vont pas chez le médecin parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les prothèses auditives ou dentaires ne sont pas, ou les lunettes ne sont pas remboursées. Vous avez des difficultés incroyables pour avoir accès à une médecine du quotidien. Vous avez une rage de dents, vous allez sur des sites que vous connaissez et on vous dit rendez-vous dans 5 mois pour régler votre problème de dents. Vous savez très bien que la sécurité sociale ne rembourserait pas ce genre de choses et que nous serions... Parce que la sécurité sociale est en train d'être détruite par les libéraux. Et on aurait une société de marché où les riches pourraient s'offrir ça. Les riches s'offriraient ça. Ne plus mourir, c'est le rêve des gens des GAFAM. Ils peuvent tout s'acheter. Ils peuvent acheter la Tour Eiffel. Si Musk dit « je veux acheter la Tour Eiffel », je vous l'achète, j'ai les moyens de l'acheter. Ces gens-là veulent acheter leur survie. C'est pourquoi ils travaillent à l'immortalité. Ils ne travaillent pas à l'immortalité de la planète, ils travaillent à leur immortalité. Alors évidemment, leurs enfants, ils ont envie de les préserver, ils ont bien raison, c'est humain. Mais les enfants des autres, ils n'en ont que faire. Donc il y a un moment donné où ce sera payant. Quand vous aurez de l'argent, vous aurez la possibilité d'augmenter votre intelligence. Et il n'y aura pas des gens bien gentils qui viendront vous chercher en disant « mais toi, mon petit garçon, je pense qu'on pourrait augmenter ton intelligence parce que tu n'as pas une intelligence très exacerbée et on va faire tout ce travail-là ». Là, vous rêvez, c'est pas comme ça que ça se passe. Les riches produiront une société pour les riches, c'est déjà le cas aux États-Unis où ils font des villes pour eux, où les autres sont interdits. Et puis, on aura une sous-humanité qui sera déculturée parce qu'effectivement, on éduquera aujourd'hui, enfin, dans ces époques-là, avec Internet, avec les ordinateurs et autres, des gens qui vivent sans électricité, qui vivent sans Internet. Vous pensez bien que ces gens-là, ils seront exclus de ce monde-là. Il y a déjà une fracture numérique aujourd'hui. Et ce sera une fracture numérique terrible où vous aurez les riches qui utiliseront le numérique plus le transhumanisme pour s'en sortir, pour se sauver. Ils auront les fusées auxquelles aura travaillé SpaceX. Il y travaille aujourd'hui, Musk, et ce sera la misère totale, mais une misère incroyable pour des milliards de gens sur la planète qui crèveront quand la planète deviendra franchement inhabitable. Alors, la réalité, c'est que le niveau de vie des classes populaires n'a cessé de monter. Les famines n'ont cessé de régresser. Je rappelle qu'à la fin du règne de Louis XIV, 2 millions de Français sont morts de faim. En 2 ans, 2 millions de Français. Il n'y a plus jamais eu ça. Et des gens qui sautent des repas. Le taux de gens sauter un repas. Oui, tous les jours. Et puis mourir de famine, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Le nombre de gens qui crèvent de faim sur Terre s'est effondré. Un pays comme l'Inde n'a quasiment plus de mortalité par famine, alors qu'il y a eu des dizaines de millions de morts au XXe siècle. On pourrait multiplier les exemples des grandes famines africaines et asiatiques qui ont régressé. En réalité, le niveau de vie a beaucoup augmenté. Vous parliez d'inégalités liées à Internet. On est 8 milliards sur Terre, il y a déjà 5 milliards de personnes sur Terre qui ont une connexion Internet. C'est quelque chose qui était totalement inespéré. Il y a une diminution des inégalités liées à l'accès à la culture et à la communication qui est spectaculaire. Si en l'an 95, quand Internet est arrivé, on avait dit
qu'en 2023, même pas 30 ans plus tard, on aurait 5 milliards de personnes qui ont un accès permanent à Internet, on ne l'aurait pas cru. Ça aurait semblé complètement magique. Donc arrêtons d'avoir une vision totalement catastrophiste. En réalité, on n'a jamais eu un niveau de vie aussi élevé qu'aujourd'hui. L'espérance de vie mondiale n'a jamais été aussi élevée. En Afrique noire, l'espérance de vie, elle a doublé depuis 1980. L'accès à Internet et à la culture, il est bien meilleur qu'avant. Le taux de gens qui sont analphabètes sur Terre s'est effondré depuis 1990. Je ne crois pas qu'il faille avoir une vision totalement pessimiste du monde, même s'il y a des vrais enjeux. Et les enjeux dont vous parlez autour de l'augmentation cérébrale sont des sujets sérieux. Je ne pense pas, je suis d'accord avec vous, qu'il faille laisser à Elon Musk la définition de la politique du cerveau, c'est-à-dire la neuropolitique. Il faut encadrer par la démocratie, la société civile, le Parlement, l'utilisation que nous allons faire de ces technologies inévitables d'augmentation cérébrale. Et c'est un vrai enjeu politique. Éviter les inégalités intellectuelles, on a dit, en permettant la démocratisation de ces outils et en commençant par les implantations de ces technologies chez les gens qui ont le moins de facilité pour justement réduire les inégalités intellectuelles, c'est un enjeu fantastique. Et le deuxième enjeu politique, c'est de faire en sorte que ces technologies soient libératrices et non pas des nouveaux instruments d'oppression. Il ne faut pas faire de ces technologies de neuro-augmentation les systèmes qui nous conduisent à une neurodictature. Il ne faudrait pas, non, bien sûr, mais comment vous allez vous y prendre ? Jadis, il y avait une machine qui marchait très bien pour fabriquer de l'intelligence, ça s'appelait l'école républicaine. Alors, elle marchait bien pour les élites, elle marchait moins bien. Elle marchait moins bien pour les couches populaires. Quand on regarde les copies au début du XXe siècle, elles sont moins extraordinaires qu'on le raconte parfois dans les gazettes. En réalité, il y avait des grosses inégalités intellectuelles, notamment par le fait que la scolarité était assez faible pour beaucoup de gens. Ma grand-mère a quitté l'école à 11 ans. D'aller à l'école de 6 ans jusqu'à 11 ans, ça permettait pas d'acquérir un grand savoir. Si, ça permettait d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. Oui, mais pas d'aller beaucoup plus loin. Ça suffit bien, c'est pas utile d'aller jusqu'à... On a appris plus de choses après 11 ans. À l'école pour aller apprendre à trier les poubelles. On a appris plus de choses après 11 ans à l'école qu'avant 11 ans, nous deux. Non, mais mon père qui était ouvrier agricole, il a quitté l'école à 13 ans, il a toujours su lire, écrire, compter, penser, jamais une erreur de réflexion. Alors évidemment, on n'a pas passé du temps à lui expliquer qu'il fallait trier les poubelles. Et le temps qu'il a passé à l'école, je vous assure que moi j'ai acheté sur un marché récemment des caisses qu'une institutrice avait rédigées dans les années 50, et c'était à vendre parce que la famille s'en séparait. Je vous assure que quand vous voyez ce qu'on apprenait dans une journée d'école à ce moment-là, c'est pas exactement la même chose que si vous regardez ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles. C'est pas être décliniste que de faire ce constat. Mais cela dit, on peut aussi estimer qu'on apprend d'autres choses, justement, parce qu'aujourd'hui, on a un accès libre à peu près tout. On a démocratisé la culture grâce à Internet comme jamais. Cette vieille antienne du ministère de la Culture, démocratiser la culture, Internet l'a fait. Non, il y a n'importe quoi sur Internet. Si vous savez ce que vous... Bien sûr qu'il y a n'importe quoi, non, mais il y a aussi la culture. Si vous savez ce que vous cherchez, vous allez le trouver, vous allez bien le trouver sur Internet. Mais comment vous faites quand vous ne savez pas ? Formulez votre question, formulez votre recherche, et que vous avez le premier crétin venu qui a fait son petit site internet en pillant 2 ou 3 trucs, en disant n'importe quoi. En philo, on voit ça, par exemple, des gens qui veulent absolument avoir leur site de philo, avec il y a des copier-coller qui sont faits. Et Michel Onfray, vous faites partie des gens, et vous n'êtes pas le seul, qui n'ont pas attendu qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut aller lire, qui sont allés fouiller les marchés, les bibliothèques, et qui ont trouvé des livres et qui en ont fait leur culture. Internet, ça permet ça aussi. On continue notre débat entre Michel Onfray, qui vient de publier Le fétiche et la marchandise, et Laurent Alexandre, l'auteur de La guerre des intelligences, à l'heure de ChatGPT. J'aimerais qu'on parle de l'enfance, parce que vous en parlez beaucoup dans Le fétiche de la marchandise et la marchandise. En triant les embryons, le transhumanisme, pour vous, Michel Onfray, mène à l'eugénisme. On va produire artificiellement les enfants, en fait en batterie, comme on produit aujourd'hui des poulets ou pour des œufs ou pour faire ou pour les manger. Est-ce que ça vous paraît crédible, Laurent Alexandre, ou est-ce que c'est une vision paranoïaque que celle de Michel Onfray? Michel Onfray est un peu pessimiste. Il y a des choses qui me paraissent évidentes. L'utérus artificiel va s'imposer, mais il sera au point seulement vers 2040-2050, parce que la GPA n'est jamais complètement éthique. Et on voit bien l'augmentation des couples homosexuels qui souhaitent avoir des enfants. Et je pense que l'utérus artificiel est, pour un couple de gays, une solution
plus simple, plus humaine, plus éthique que la GPA, parce que la GPA pose des problèmes moraux compliqués. Je rappelle que la GPA, c'est la gestation par autrui, c'est-à-dire par une femme, pas par un utérus artificiel. Donc une femme qui est la mère de l'enfant et à qui on enlève l'enfant. Je pense que l'utérus artificiel va se développer et que la société va considérer que c'est mieux que la GPA et que c'est plus éthique et plus humain. Donc l'utérus artificiel me paraît indispensable, mais il ne sera pas au point demain matin. Non, mais la question posée par l'utérus artificiel, c'est quand même assez sidérant. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien dans le ventre d'une mère pendant 9 mois. Il se passe rien. Non, mais c'est pas le problème. Parce que le vrai problème, c'est que nous ne faisons plus de bébés en plus. Hein. Donc, si vous prenez la Corée du Sud, en Corée du Sud, le nombre d'enfants par femme est de 0,79 maintenant. Ça veut dire qu'en une génération, la population de la Corée du Sud va être divisée par 3, puisqu'il n'y a quasiment pas d'immigration. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc de toute façon, les femmes ne font presque plus dans pas mal de pays de bébés naturellement. Donc est-ce qu'il vaut mieux qu'on disparaisse démographiquement ou qu'on utilise l'utérus artificiel? Je pense qu'on a plus intérêt à promouvoir l'utérus artificiel que de disparaître démographiquement. La parole est à Michel Onfray. Ma question était, pas ce que vous racontez là, qui est fort juste probablement, mais qu'il se passe quand même des choses essentielles dans le ventre d'une mère pendant 9 mois. C'est quand même sidérant. Et là, d'un seul coup, on vous dit tout ce qui se passe dans le ventre de la mère, c'est-à-dire les informations, les perceptions. Il y avait un très beau livre de Cyrulnik qui s'appelait Sous le signe du lien, que j'ai beaucoup utilisé avec mes élèves, qui montrait justement tout ce qui se passe dans l'utérus pendant 9 mois. Et d'un seul coup, on vous dit, mais plus aucune interaction. Ce que la mère mange, il expliquait Cyrulnik dans le sud de la France, quand on mangeait de l'aïoli, les enfants avaient une autre relation à l'ail que quand dans le nord on mangeait, etc. Enfin, il se passe 1000 choses. La musique que vous écoutez, les informations, on le sait bien, si les femmes se mettent à boire, et ce qui se passe dans le corps des enfants quand elles boivent de l'alcool. Mais je vous rassure, on pourra remplacer par une puce le goût des l'aïoli et Mozart. Le but, c'est ça. Mais on pourra, dans le liquide amniotique de l'utérus artificiel, on pourra mettre des produits chimiques pour donner un peu comme dans le meilleur des mondes. L'illusion de l'aïoli. Bien sûr, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, l'affectivité, comment est-ce que vous allez la transmettre? Vous aurez une puce pour vous dire, voilà, tu auras été aimé par ta mère, mais comme il y aura eu une machine, elle ne t'aura pas aimé. L'utérus artificiel, si vous le mettez dans le salon, vous pouvez parler à l'enfant c'est formidable de vivre avec un utérus artificiel dans la maison. Non, mais attendez, moi j'adore l'utérus artificiel. Je suis père de famille nombreuse de façon très, très traditionnelle. Je ne dis pas que je souhaiterais pour moi ou pour ma descendance de le futur que l'utérus artificiel existe. Je dis que cette solution, de mon point de vue, s'opposera. C'est la conséquence logique de la PMA pour tous, c'est du mariage gay. À partir du moment où on a autorisé les gays à fonder des familles, il est normal pas fonder des familles, c'est faire des enfants. Qu'on promeuve plutôt l'utérus artificiel que la GPA. En tout cas, en tant que citoyen, je pense qu'il est mieux de développer l'utérus artificiel que la GPA, qui me choque par certains aspects. Mais moi, elle me choque autant. C'est-à-dire que je suis pour que les homosexuels puissent se marier et adopter des enfants. Entendons-nous bien là-dessus. Je suis pas sur des registres homophobes. Oui, mais ils veulent pas adopter, ils veulent leurs enfants biologiques. C'est ça. Mais voilà. Alors, interrogeons-nous sur cette espèce d'obsession et ultra narcissique en disant c'est mon sperme. C'est mes ovules. Il y a un truc c'est quand même mieux d'avoir des enfants qui nous ressemblent que des enfants qui ressemblent à quelqu'un d'anonyme ailleurs. Non, moi j'ai des enfants, des petits-enfants. La question qui se pose là, que c'est celle aussi que vous posez d'ailleurs dans votre livre, Michel Onfray, c'est est-ce que tout ce qui était naturel va-t-il devenir artificiel? Non, c'est plutôt que sur des questions comme celle-ci, parce que le truc effrayant, c'est qu'on se dit, après tout, on peut imaginer, parce que toujours le cheval de Troie, elle a eu un cancer de l'utérus, la pauvre dame, donc on lui a enlevé l'utérus, alors elle a eu les chimiothérapies, donc il est nécessaire de faire un utérus artificiel, puis après, pouf, on continue dans le sens... C'est comme ça que ça va se passer? Mais bien sûr que ça va se passer comme ça. Mais bien sûr, c'est ce que j'appelle le cheval de Troie. On vous fait désirer la chose en vous disant, mais quoi, vous êtes quand même méchant, vous ne permettez pas à des femmes qui auraient eu un cancer, etc., etc. Donc évidemment que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est toujours comme ça qu'on avance vers la barbarie, en faisant prétendument des progrès pour la civilisation. Pas de la barbarie. Je dis simplement que... Mais il y a aussi un autre livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, quand j'ai lu ça, c'était le livre de Jean-Pierre Changeux, qui s'appelait L'homme neuronal. Livre formidable qui nous explique comment se constitue le cerveau. Et là, on se dit, mais il va se constituer comment? Aucune interaction, de la chimie. Vous allez fabriquer des cerveaux avec des bains dans lesquels il y aura de la chimie. C'est-à-dire que moi, je veux pas de la chimie, je veux l'alchimie d'un corps, d'une femme qui est une mère, qui, avec son mari, son compagnon, a une vie de couple autour de cet enfant qu'ils attendent, qu'ils préparent. C'est une espèce de barbarie pour moi de fabriquer. Qu'on s'en félicite ou pas, cette maternité 1.0, elle va disparaître parce que l'utérus artificiel sera plus pratique à terme.
et permettra de mieux contrôler la grossesse. Je peux et, pas en plus, imaginer. Et en plus, je le peux pas répète, imaginer que vous ce croyez ça. Vous sera croyez la ça, seule hein. solution pour les couples homosexuels. Mais il n'y a pas que dans la vie, quand même, dans le monde. J'ai pas dit qu'il y avait On que. va pas changer l'humanité parce qu'il y a quelques Mais la, couples revendication, la d'homosexuels. revendication Oui, mais des groupes enfin, homosexuels à pouvoir fonder des familles biologiques va s'imposer et sera autorisée par la il loi. suffirait juste que la loi dise vous avez la possibilité d'adopter des enfants sans qu'on mette en place un changement de civilisation. Pour quelques homosexuels, changer la civilisation, ça peut pas être un bon argument. Il peut y avoir des bons arguments pour que les homosexuels puissent accéder à des enfants pour fabriquer une famille, et je vous dis qu'il y en a d'autres. On peut aussi fabriquer des enfants autrement, avec des amis, des complices. Le libertinage est possible, c'est pas le lieu, mais tout est possible ou ça pour qu'on puisse fabriquer des enfants à l'ancienne, sous les couettes, quand on est homosexuel, etc. C'est pas le sujet. Mais cette idée qu'on peut aujourd'hui décérébrer les enfants, fabriquer des enfants au sens étymologique, décérébrer. Pourquoi décérébrer? Mais parce que On va décérébrer, l'utérus artificiel va pas entraîner ce qu'on mettra, bien sûr que si, ce que vous allez mettre dans le cerveau des enfants, vos produits chimiques, ça va où? Ça va fabriquer un cerveau. Quand cet enfant il va naître, vous allez le sortir de la boîte 9 mois plus tard, il va avoir un cerveau dans lequel il y aura des informations que vous lui aurez données par biochimie. Ce que vous voyez tous les deux, de toute façon, c'est que de toute façon, vous voyez des castes. Alors, de façon plus ou moins paranoïaque, qu'on peut dire, mais vous voyez des castes. Vous voyez, vous, une élite dirigeante et des travailleurs intelligents face à des castes manuels qui seront à leur service, par exemple. Et vous, vous voyez des travailleurs dépassés qu'il va falloir aider, on ne sait pas trop comment. Moi, je crois au droit. Des gens qui auront été augmentés. Je crois au droit opposable de l'intelligence. Je crois que tout le monde doit être intelligent dans la société de demain à partir du moment où nous laissons l'intelligence artificielle galoper. Donc la société a une responsabilité, c'est de rendre tout le monde intelligent. L'école ne s'est pas donné cette mission. Il faut demain, quel que soit le moyen technologique utilisé, que l'éducation et la société rendent tout le monde intelligent. Il n'y a pas de place dans un monde où l'intelligence artificielle est ultra intelligente pour des gens moins innovants et moins doués sur le plan cognitif. Mais ce serait un cauchemar social que d'accepter des gens complètement perdus face à l'intelligence artificielle. Vous et donc savez bien le droit opposable à l'intelligence... Vous nous parlez que si tout le monde pouvait devenir intelligent, même avec des moyens sophistiqués comme ceux que vous décrivez, mais c'est comme si la promesse de la chirurgie esthétique voulait que tout le monde sera Alain Delon. Vous savez bien que c'est pas vrai. On l'a fait croire, beaucoup l'ont cru, mais enfin non, à la fin, tout le monde n'est pas Alain Delon et Catherine Deneuve. Je ne suis pas un grand fan de l'intelligence artificielle, mais il va falloir que la société fasse avec l'intelligence mieux que la chirurgie esthétique fait avec les liftings. Voilà. Donc vous savez que c'est limité. Qui effectivement sont à la beauté ce que les œufs de l'Inde sont au caviar. Maintenant, à partir du moment où ça va créer une nouvelle humanité dans votre esprit et dans le vôtre aussi. Oui. Vous le regrettez, mais ça va créer une nouvelle humanité. Il y a un consensus là-dessus. Entre vous deux. L'homme 1.0 est mort, c'est une certitude. Pour vous aussi. Oui. Pour moi, non. Mais moi, je n'entre pas dans ce débat. Je vous laisse libre. Ce que je veux dire, c'est qu'à nouvelle humanité, forcément, il y a nouvelle morale. On ne va pas en rester à ce qu'on a cru depuis 2000 ans, par exemple. Nous allons vers une morale démiurgique. Homo Deus aura une nouvelle morale. Homo Deus que nous devenons aura une morale démiurgique. Dieu n'existe pas, nous sommes en train de le créer, c'est nous, dopés par les nouvelles technologies, et forcément que nous allons changer de morale. Nous n'allons pas passer les prochains milliards d'années à fabriquer des brouettes et des espadrilles bio à la main. Effectivement, Homo Deus va se fixer des objectifs existentiels incroyables. Conquérir le cosmos, tuer la mort, développer des formes d'intelligence artificielle extraordinaires. Et tout ça va entraîner une nouvelle morale, ce que j'appelle un théologiciel, le logiciel des dieux. Et ça, c'est une rupture par rapport à la morale judéo-chrétienne, bien sûr, mais par rapport à l'ensemble de notre histoire depuis que nous sommes une espèce pensante il y a à peu près 300 000, 400 000 ans. C'est Nietzsche. Oui, Parce que Nietzsche n'est pas égalitaire. Alors que Homo Deus, ce sera tout le monde intelligent. Alors que Nietzsche, lui, voulait des castes. Il n'y aura pas de différence entre le surhomme nietzschéen, les hyperboréens et puis les Tchandala, comme dans Nietzsche. Grâce à la technologie, tout le monde sera Homo Deus dans le monde de demain. Je voudrais juste sauver Nietzsche, qui n'a jamais dit autant de sottises. Il n'a jamais voulu. C'était un raccourci, Michel. Ah bah très raccourci, oui, mais il mérite pas ça. C'est la version ChatGPT. Oui, voilà. Non, Nietzsche, c'est surtout pas ça. Le surhomme de Nietzsche, c'est une figure ontologique, pas politique.
Et ça, je sais que vous avez l'intelligence qui vous interdit ce genre de choses, mais c'est ce qu'on a fait dire à Nietzsche à partir d'Hitler. Et ça, c'est pas audible. Alors, parenthèse fermée, juste pour dire que dans les civilisations, il y a des périodes de tuilage. C'est-à-dire, moi, j'aime bien lire, par exemple, ce qu'on appelle le Bas Empire ou l'Antiquité tardive, ça dépend comment on veut nommer la chose, mais il y a un moment donné où l'Empire romain, c'est fini, et l'Empire chrétien, c'est pas encore, mais c'est déjà le début. C'est-à-dire qu'entre le Christ, dont je pense qu'il n'a jamais existé historiquement, mais c'est une autre affaire, c'est mon prochain livre. Entre le Christ, on dira à 33 pour la crucifixion, et puis Constantin, qui est au pouvoir, dit au début du IVe siècle, ça devient une religion d'État. Il s'est passé plein de choses. Et donc, il y a eu effectivement des morales particulières, et c'est une morale qui va se structurer, judéo-chrétienne, avec l'épée de Saint-Paul et avec le pouvoir de Constantin. Je pense que la morale vers laquelle nous allons, c'est le wokisme. Le moment du tuilage, il est là. C'est-à-dire qu'elle est déjà là, cette morale. C'est une morale wokiste, et il y a un moment donné, si nous avons un Constantin planétaire, ou un Constantin européen, ou je ne sais quoi, et qui dit, moi je vais décider que ce sera la morale obligatoire, et la morale que vous serez obligé de respecter, alors ce sera la morale. Je pense qu'il va falloir partir de ça. Je ne fais pas encore de théologie sur l'homo deus, on peut le faire. Hein. J'ai parlé un peu tout à l'heure de ce type qui s'est suicidé parce qu'on lui proposait une immortalité dans un univers virtuel. Je pense que quelque chose se joue ici, où effectivement on réinvestira l'au-delà à partir du virtuel, et où on créera des divinités. Assez probablement, on créera des divinités. Mais dès à présent, la morale de destruction du judéo-christianisme, c'est la morale wokiste. Et donc, on la voit apparaître, on la voit avancer, cette morale, elle se constitue, comme on voit des amas de cellules qui vont donner un jour un être, et le wokisme procède de cette morale alternative qui ne pourra pas ne pas advenir. Laurent ? Oui, je suis d'accord avec Michel, on va radicalement changer de morale, et avant d'avoir une morale, un théologiciel à la Homo Deus, il va se passer plein de choses. Comme il s'est passé effectivement pendant l'Empire romain, avec des mouvements très puissants, comme le marcionisme, qui a été détruit dans un bain de sang, hein, puisque tous les disciples de Marcion ont été zigouillés par l'Église, parce que Marcion voulait séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament, et considérait que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas digne du Christ, et que le Christ d'amour ne pouvait pas être le Dieu vengeur de l'Ancien Testament, et l'Église considérait qu'il ne fallait pas d'y joindre lorsqu'on a créé le canon, qu'on a finalisé le canon, qu'il ne fallait pas joindre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je pense effectivement que nous allons rentrer dans une période d'instabilité théologique, d'une instabilité morale, philosophique extrêmement grande. Mais c'est normal. La transformation pour passer de l'homme 1.0 vers Homo Deus est une transformation absolument inouïe, extraordinaire. Nous n'avons aucune expérience d'une telle transformation, bien évidemment. Nous avons une part très faible de la population qui s'intéresse à la philosophie, aux enjeux politiques sous-jacents. Donc ça va beaucoup tanguer tout au cours du XXIe siècle et probablement dans les siècles après, jusqu'à ce que la nouvelle morale se stabilise. Et je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il nous est quasiment impossible de voir sur quelle base nous allons faire aboutir cette morale du futur. Et il y a une question qui peut se poser, si vous avez raison, Laurent Alexandre, il y a une question qui peut se poser assez vite, c'est qu'est-ce qu'on va faire des travailleurs dépassés ? Par exemple, on le voit depuis ChatGPT, on voit qu'un certain nombre de professions sont dans le collimateur. ChatGPT pour les faire le mieux. La mienne, par exemple, vous voyez, d'être alors, il y a là devant un écran. Vous connaissez la réponse du fondateur de ChatGPT. Le fondateur de ChatGPT a dit « Je vais lancer une grande expérience de revenu universel pour les gens dépassés par ChatGPT, donc Sam Altman. » Et il a dit « Nous allons mettre au revenu universel les travailleurs qui ne pourront plus être compétitifs face aux versions futures de ChatGPT. » Alors, pour tout vous dire, pour moi, c'est un scénario totalement dystopique. C'est un scénario, c'est une horreur politique. Ce scénario qu'on nous propose, où les travailleurs qui ne sont pas assez innovants sont mis à la sortie de l'école au revenu universel jusqu'au moment où ils rentrent chez Orpea, pour moi, c'est un cauchemar politique. C'est pour ça que je crois beaucoup aux technologies d'augmentation cérébrale, parce que je ne voudrais pas qu'une part croissante de la population passe sa vie au revenu universel, avec des jeux et du pain à la romaine, là encore, entre l'école, qui deviendrait dans ce cas-là une garderie, et puis Orpea. Mais donc, vous voyez oui, que ça je donne... pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce qu'ont fait des travailleurs qui sont dépassés par l'intelligence artificielle. Il va y en avoir de plus en plus. L'école n'a pas commencé à penser à sa métamorphose, et pourtant,
d'éviter la marginalisation d'une part très importante de la population et donc la création d'un monde à la métropolis, ça va être la tâche politique la plus importante au XXIe siècle. Mais vous me donnez raison. Quand vous avez l'hypothèse optimiste en disant la sécurité sociale va faire de telle sorte qu'on va égaliser une intelligence totale, etc., vous êtes en train de me dire que la réalité vous donne tort, puisque ce type nous dit revenu universel pour les crétins, ça va faire des consommateurs, ils vont pas se rebeller, quand ils auront de l'argent, ils pourront aller au tiercé. C'est à mes yeux un cauchemar politique, oui. Et que je pense qu'il faut lutter contre cette Mais vision. je pense que c'est lui qui va gagner. Parce que vous obtiendrez le silence des gens quand vous leur donnerez de l'argent et que vous leur direz, vous pourrez passer votre temps devant les jeux vidéo, la télévision, fumer, boire, faire du sport, vous occuper de vous-même. On peut aller plus loin. Il y a des gens de la Silicon Valley qui proposent, pour les gens au revenu universel, la gratuité des casques de réalité virtuelle. Pour que les gens passent toute leur vie dans la réalité virtuelle, gratuitement, avec l'abonnement de réalité virtuelle et le casque de réalité virtuelle offert en même temps que le revenu universel. Vous pouvez pas mieux me donner raison. Ce serait une bonne chute, mais il trouve qu'on a encore 5 minutes. Donc on va les occuper quand même. Quand vous dites que c'est le début de l'aventure humaine, Laurent Alexandre, au fond, on va se débarrasser, c'est votre hypothèse. Jusqu'à maintenant, on a débarrasser des limites. On a bricolé. Voilà. On a découvert qu'il y a plusieurs galaxies seulement il y a 100 ans, en 1922. On a déjà découvert, on estime qu'il y en a plus de 2000 milliards. L'exploration du cosmos ne fait que commencer. La lutte contre la mort ne fait que commencer, même si le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a déclaré récemment que les successeurs de ChatGPT pourraient permettre la mort de la mort, l'euthanasie de la mort, la vie éternelle à partir de 2029, c'est-à-dire dans 6-7 ans. Donc les chantiers qui s'offrent à l'homme 2.0, Homo Deus, sont immenses. Nous avons du boulot pendant des milliards et des milliards d'années. Nous avons plein de découvertes à faire. On en fait de plus en plus des découvertes scientifiques. Et donc, je pense que Homo Deus ne doit pas être au revenu universel. Homo Deus doit conquérir le cosmos, lutter contre et démanteler tous les impossibles et découvrir comment est né l'univers, quelle est l'histoire de l'univers, pourquoi l'univers est là, etc. Ce sont des chantiers absolument extraordinaires, des chantiers intellectuellement fascinants. C'est pour cela que je pense vraiment que l'aventure humaine ne fait que commencer et que la métamorphose que nous connaissons va être l'occasion d'ouvrir des chantiers intellectuels et philosophiques absolument géniaux. Alors, la version noire maintenant. Oui. Non, mais je pense que vous avez raison sur l'aspect terriblement excitant pour les gens qui vont contribuer au projet. Moi, j'imagine que le matin, on se réveille et on dit, voilà, je vais au travail parce que je vais produire ça. Je vais travailler à la production de ce genre de choses, c'est formidable. Mais il y a les autres, je vous le rappelle. Et je voudrais pas avoir le triomphe un peu facile, mais quand vous me dites qu'effectivement, il y a des gens qui ont prévu déjà qu'on file le revenu universel, qu'on vous file un abonnement, et c'est le meilleur des mondes, hein. On vous aura quelques petits narcotiques en même temps qui vous permettront de voir la vie en rose. On n'en a pas parlé non plus, mais il y a la possibilité aussi de ne vivre qu'une vie virtuelle. Il y a la possibilité aujourd'hui de déconnecter le cerveau du corps et de faire de telle sorte que le cerveau puisse continuer à vivre une vie autonome et indépendante. Et ça aussi, c'est possible et c'est pensable. J'imagine que dans un bain joyeux de substances hallucinogènes qu'on aura découvertes, ce sera effectivement pour un certain nombre de gens une servitude joyeuse, rose, avec des petits oiseaux, des éléphants roses, et que on aura une élite. Et pour le coup, je garde mon logiciel de gauche sur la question de la lutte des classes. Il y aura des élites qui feront effectivement l'humanité telle qu'elle sera dans le futur, et puis un prolétariat dont on obtiendra le silence en l'animalisant, pas en l'humanisant du tout. On va pas du tout rembourser, la sécurité sociale va pas rembourser du tout ça. Je pense que le marché comme il est va rendre possible effectivement des élites, des classes élevées. Je pense vraiment le contraire. Je pense que si l'intelligence artificielle est 100 fois plus intelligente que nous, il n'y aura plus de différence de salaire entre les humains, car l'écart entre deux humains sera beaucoup plus faible que l'écart entre les humains et l'intelligence artificielle. Je pense au contraire que l'intelligence artificielle va supprimer les inégalités C'est une phrase de Lénine. économiques dans le futur. Je pense exactement le contraire. Vous le dites, parce que vous parliez de votre logiciel de gauche, vous dites à la marchandisation du vivant, la gauche devrait opposer la qualité de la vie. La gauche, ça devrait être la résistance à la réification du monde. Eh oui. Je pense que l'effondrement de la gauche a plusieurs explications. Mais enfin, il y a déjà l'incapacité de Mitterrand à gérer à gauche entre 80 et 83.
Donc la social-démocratie dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut... Alors ils auraient pu penser, réfléchir, les socialistes, ça les aurait changés. Et plutôt que de dire on a un logiciel aux États-Unis, là on le prend et hop, ça va être le wokisme, etc. Il y a l'effondrement de l'Union soviétique, 92, le communisme ne peut plus s'aligner directement sur le marxisme soviétique. C'était le moment pour la gauche de dire on va se refaire un logiciel. Vous savez, moi, ma gauche est proudhonienne. On pourrait se retrouver probablement sur cette question-là. Mais sur la question du communalisme, sur la question des parlements provinciaux, sur la question d'un pouvoir horizontal, on aurait la possibilité de recréer ce genre de choses. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui devrait définir la gauche et l'opposer véritablement à la droite, c'est que la gauche devrait s'opposer à toute réification. Quand Proudhon et puis Marx critiquent l'aliénation, c'est justement parce qu'on considère les hommes comme des choses. Et aujourd'hui, vous avez une gauche qui nous dit « Mais non, les enfants, on peut en faire des choses. D'ailleurs, ça s'achète, ça se vend. » Moi, j'ai dans ce livre-là travaillé sur des contrats de location de procréation médicalement assistée, mais c'est terrible. Alors les gens qui nous disent « Mais enfin, vous avez vu le code noir comme c'est terrible. » Oui, d'accord, très bien, le code noir, c'était pas terrible. Mais si vous prenez aujourd'hui le contrat qui lie les gens qui achètent des enfants et les femmes qui portent des enfants, mais c'est un contrat de servitude terrible. Et la gauche défend ça. Je dis, mais si la gauche se met à défendre l'achat et la vente des enfants, la possibilité de détruire des enfants dans le ventre de leur mère avant 9 mois, parce que ça a cessé d'être un projet, je me dis, alors là, on n'est pas du tout dans le logiciel de gauche. Et effectivement, il faut parler d'eugénisme. Habermas parlait d'un eugénisme libéral en son temps, et c'était loin d'aujourd'hui, qu'il soit toujours vivant, Habermas. Et je pense effectivement qu'il a raison. Nous sommes dans un eugénisme ultralibéral. C'est la pire des choses qui soit. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission et à ce débat, bien entendu. Merci de nous avoir suivis.